Cette histoire m'est arrivée il y a quelques jours, sur le chemin du retour après une journée de travail chargée. Je travaille en plein centre-ville de Salt Lake City et j'habite en banlieue, donc le trajet du retour est long. Mon patron étant un sinistre enfoiré, il m'avait donné une semaine de fermeture durant celle où j'étais censée partir en vacances. Cependant, il a dit que l'entreprise avait besoin d'aide supplémentaire et que je ne pouvais pas partir. Inutile de dire que j'étais en colère, mais bon, on ne peut pas toujours gagner, n'est-ce pas ? Il était environ 19h, peut-être 20h, et il me restait environ 1 heure de route pour rentrer chez moi. J'ai décidé de prendre un itinéraire différent, qui ne prendrait que 45 minutes au lieu de l'heure habituelle. Étant donné que j'étais épuisée et que je voulais juste rentrer chez moi, j'ai décidé de suivre cette route. Selon mon GPS, j'étais à mi-chemin, écoutant ma musique, quand ma voiture a commencé à faire un bruit de cliquetis. J'ai juré intérieurement alors que le son continuait, provoquant l'arrêt complet du moteur. Heureusement, la route était déserte, car personne ne l'empruntait à cette heure-là. Mais cela ne résolvait évidemment pas le problème de la voiture. Pour contextualiser, je conduis une Honda Civic de 2003, aussi connue sous le nom de boîte, car c'est un modèle qui a toujours des problèmes. Je n'ai que 19 ans, et mon travail ne paye pas assez pour que je puisse me permettre une nouvelle voiture. Je travaille 20 heures par semaine, en gagnant 15 $ de l'heure, donc c'était tout ce que je pouvais me permettre. J'ai ouvert le capot et j'ai jeté un coup d'œil à la voiture pour voir que la batterie était pleine de corrosion. De rage, j'ai frappé ma voiture, sachant que je devais appeler une dépanneuse, ce qui pourrait être une mission, étant donné la distance par rapport à la ville. Cela dit, j'ai appelé l'assurance dépannage, mais ils ont dit que cela pourrait prendre un certain temps pour envoyer quelqu'un, en raison de la distance. Bon, je n'avais pas vraiment le choix, n'est-ce pas ? Inutile de dire que je me suis mordu les lèvres en attendant dans ma voiture l'arrivée de la dépanneuse. Après un moment, j'ai commencé à remarquer à quel point j'étais seule sur cette route. Il régnait un silence de mort, et tout ce que je pouvais entendre, c'était les grillons dans les bois. Pendant que je jouais à un jeu sur mon téléphone, j'ai regardé dans mon rétroviseur et j'ai vu une paire de phares s'approcher de l'arrière. Plus il s'approchait, plus je distinguais que c'était un camion. Je pensais que c'était peut-être la dépanneuse, mais quand il s'est garé derrière ma voiture, j'ai vu que ce n'était certainement pas une dépanneuse. C'était juste un pick-up blanc standard. C'est alors que j'ai vu un homme d'apparence hispanique sortir et taper à ma fenêtre. Je dirais qu'il avait peut-être dans la cinquantaine et qu'il me demandait si j'avais besoin d'un coup de main. Essayant d'être prudente, j'ai baissé ma fenêtre juste un peu et je lui ai dit que ma voiture était en panne, mais que la dépanneuse était en route. Je l'ai remercié pour son offre, mais je lui ai dit que j'avais tout sous contrôle et que je ne voulais pas être un fardeau. Pour une raison quelconque, ce type ne semblait pas comprendre l'allusion et a commencé à me demander si je pouvais ouvrir la porte pour lui afin qu'il puisse m'aider. Cela a commencé à m'inquiéter. Il ne partait pas et essayait maintenant de monter dans ma voiture. Gardez à l'esprit qu'il n'y avait personne d'autre sur cette route et que j'étais pratiquement au milieu de nulle part avec cette personne qui semblait avoir de mauvaises intentions. Il me fixait à travers la fenêtre pendant une bonne minute avant de retourner à son camion. J'ai pensé que c'était la fin et qu'il allait enfin partir, mais je me trompais. Après avoir passé environ 5 minutes dans son camion, il est revenu et m'a fait signe de baisser ma fenêtre. J'ai obéi et j'ai baissé ma fenêtre un peu, lui demandant ce qu'il voulait cette fois avec un ton plus agacé, car je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Il a remarqué mon changement de comportement et a dit qu'il essayait juste d'aider et qu'il n'y avait pas de raison de se mettre en colère contre lui. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin d'aide et que la dépanneuse s'occuperait de moi. Il a alors expliqué qu'il avait une paire de câbles de démarrage dans son camion et qu'il pouvait facilement faire démarrer ma voiture. À ce moment-là, j'ai vu une autre paire de phares arriver derrière moi et j'ai immédiatement reconnu la dépanneuse. « Regardez, l'aide est déjà là. Merci pour l'offre, mais je préfère que la dépanneuse m'aide. » À ce moment-là, le conducteur de la dépanneuse est sorti et l'homme a regardé de chaque côté. Puis il s'est retourné vers moi et est retourné à son camion et parti. Le conducteur de la dépanneuse est alors venu à ma fenêtre et j'ai ouvert ma porte pour lui expliquer le problème avec la batterie de ma voiture. Alors que je lui expliquais ce qui se passait, il m'a interrompu en me demandant si je connaissais cet homme. Je lui ai dit non et qu'il s'était juste arrêté derrière moi et avait essayé de m'aider. Le conducteur de la dépanneuse m'a regardé avec un visage pâle et m'a dit qu'il avait déjà vu cet homme auparavant. Il s'est avéré qu'il était un délinquant sexuel enregistré de 2 villes voisines et qu'il se trouvait parfois sur cette route la nuit pour essayer d'attirer des femmes sans méfiance. Il tentait de les emmener quelque part, voire d'entrer dans leur voiture. Et c'était exactement ce qu'il venait d'essayer de faire. Il avait été libéré de prison il y a 3 ans pour bonne conduite et n'avait pas été vu depuis. Le dépanneur était presque certain que c'était lui, car il avait pu bien le voir grâce au phare de son véhicule.
Il a remorqué ma voiture et m'a emmené au poste de police pour s'assurer que j'étais en sécurité. Je n'ai pas pu donner une description précise à la police, à part le fait que son camion était blanc. Les agents ont dit qu'ils allaient mener une enquête, mais ne m'ont jamais rappelé pour me donner des nouvelles. Cela fait presque une semaine maintenant, et je suis toujours paranoïaque, sachant qu'il est probablement encore dehors. Si j'avais été assez bête ou naïve pour ouvrir ma porte ou ma fenêtre pour lui, mon Dieu, je n'ose même pas imaginer ce qu'il aurait pu me faire. Une chose que je retiendrai de cette expérience, c'est que je ne conduirai plus jamais sur cette route la nuit, et que je porterai toujours une bombe au poivre avec moi. Cette histoire est un peu courte, mais c'est sérieusement l'un des moments les plus effrayants de ma vie. Je suis une femme de 26 ans, et je rentrais chez moi après la fête d'anniversaire d'un ami un soir. Je vis dans une zone très rurale du Tennessee, donc il y a beaucoup de collines, de forêts et de plaines dans la majeure partie de l'État. Quoi qu'il en soit, cette nuit-là, je conduisais sur l'I-81 entre Knoxville et Bristol. Il était environ 2 heures du matin, en semaine, donc il n'y avait aucune autre voiture sur cette route à part la mienne. Chaque fois que je sors tard le soir, je n'oublie jamais de prendre mon café de nuit. Cependant, cette nuit-là, je n'avais pas mon café, ce qui m'a causé une grande fatigue au volant. Donc me voilà en train de conduire depuis environ 25 minutes, quand tout à coup, quelque chose saute sur la route depuis les arbres. Cela m'a terrifiée, me faisant pousser un cri et freiner brusquement. La silhouette semblait être celle d'un humain qui venait de sauter droit devant ma voiture, comme s'il essayait de se faire renverser. L'ayant simplement aperçu, j'ai essayé de voir si j'avais renversé quelqu'un. J'étais prête à dire ces 4 vérités à cette personne, et je suis sortie de ma voiture pour voir que la route était déserte. J'étais apparemment seule sur cette route, et à ce moment-là, j'ai commencé à paniquer en me demandant ce qui venait de se passer. Après avoir pris quelques minutes pour me calmer, je suis remontée dans ma voiture, mais elle n'a pas démarré. J'ai essayé de redémarrer le moteur plusieurs fois, mais rien de ce que je faisais ne fonctionnait. Pour faire court, j'ai appelé une dépanneuse pour me ramener, et il a fallu environ 1 mois pour que ma voiture soit à nouveau opérationnelle. Jusqu'à ce jour, je suis fermement convaincue que ce que j'avais vu était complètement paranormal, et que c'était la raison pour laquelle ma voiture était tombée en panne. J'ai 25 ans, et cela s'est passé l'été dernier. Je faisais un road trip d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, à Los Angeles, en Californie. La raison de ce voyage était de rendre visite à mon vieil ami d'enfance, que je n'avais pas vu depuis des années. Quitter nos meilleurs amis nous rend toujours tristes et nous font nous sentir seuls. Il s'appelait Jason, et nous étions de bons amis depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je ne le voyais qu'une fois par an lorsque j'avais du temps libre, donc ce voyage était très important pour moi. Si je me souviens bien, je conduisais sur une longue route quelque part en Arizona, quand ma voiture est soudainement tombée en panne. Naturellement, cela m'a rendue furieuse, et j'ai frappé mon tableau de bord en essayant de faire redémarrer cette foutue voiture. Finalement, je suis sortie et j'ai ouvert le capot. La batterie était couverte d'acide ou de quelque chose en provenant, et ça s'était répandu sur les autres composants. J'étais coincée sur une route déserte, au milieu de nulle part, avec rien d'autre que le désert et les falaises. J'ai sorti mon téléphone pour essayer de contacter Jason et voir s'il pouvait venir me chercher. Quand nous étions adolescents, nous avions toujours cette petite phrase pour essayer de nous joindre. Ça ressemblait à « Hey, tu me reçois ?» J'ai répété cette phrase en essayant de le joindre. « Hey Jason, tu me reçois ? Je suis dans un sacré pétrin ici. » Cependant, le signal dans cette région était pratiquement inexistant, donc je n'avais pas d'autre choix que de marcher jusqu'à la ville la plus proche. Tout en marchant, je continuais d'essayer de joindre Jason, mais sans succès. Environ 15 minutes après avoir commencé à marcher, j'ai regardé derrière moi, et j'ai remarqué 2 phares au loin, qui se rapprochaient de plus en plus. Il ne m'a fallu qu'une seconde pour réaliser que c'était une voiture, et je lui ai fait signe de s'arrêter en priant pour de l'aide. Croyez-le ou non, il semblait que mes prières avaient été exaucées, car la voiture a ralenti et s'est arrêtée à côté de moi. À l'intérieur, il y avait un homme plus âgé, et à l'arrière se trouvaient 2 jeunes hommes, avec une femme d'âge moyen portant des lunettes de soleil. C'était comme si les 2 hommes la retenaient alors qu'elle dormait. Le conducteur m'a demandé comment il pouvait m'aider, et j'ai expliqué ma situation. L'un des hommes à l'arrière a dit quelque chose du genre « On dirait que c'est ton problème et nous ne pouvons pas aider ». J'ai alors remercié en m'excusant, et en leur disant que je partirais. Cependant, c'est à ce moment-là que j'ai remarqué la femme dans la voiture. Elle était affalée et semblait vraiment épuisée. J'ai alors demandé directement au conducteur « Elle va bien ?» Il m'a regardé, a regardé les hommes et a dit « Non, non, elle est morte. Mais en quoi est-ce que ça te concerne ?» L'un des hommes à l'arrière lui a enlevé ses lunettes de soleil, révélant son visage.
Dès que j'ai vu son visage, j'ai compris pourquoi elle était morte. Son corps sans vie était affalé sur les deux hommes, avec sa bouche pendante comme si elle avait été brisée. Le conducteur m'a alors regardé et a dit 6 mots qui me hantent depuis. Appeler les flics serait une erreur. J'ai alors reculé et commencé à courir vers ma voiture, pendant que l'autre voiture démarrait en trombe jusqu'à ce qu'elle soit trop loin pour être vue. Par je ne sais quel miracle, ma voiture a heureusement redémarré et j'ai pu atteindre la ville suivante pour me procurer une batterie neuve. J'ai évidemment informé la police de ma rencontre et leur ai donné une description exacte des hommes. Jusqu'à maintenant, il n'y a malheureusement eu aucun indice sur qui pourrait être responsable. En fin de compte, j'ai pu voir mon ami et rien d'autre ne s'est passé, mais vraiment, il y a des gens tordus sur cette planète avec lesquels nous devons vivre. C'est malheureusement la triste réalité. Salut tout le monde, je m'appelle Dennis Blaze. J'avais environ 17 ans quand cela s'est produit, et pour vous donner une idée de la date à laquelle cela s'est passé, j'ai maintenant 43 ans. J'ai grandi dans une petite ville en face de Seattle, à la fin des années 90. À l'époque, la population totale était peut-être de 6 000 ou 7 000 habitants. La ville n'avait pas beaucoup d'activités à offrir. Un soir, je traînais avec mes 3 amis que nous appellerons Gary, Mark et Rob. Nous en avions assez de rester à la maison, alors nous avons décidé de faire un tour en voiture. Nous nous sommes arrêtés pour manger chez McDonald's avant de continuer notre sortie sans but précis. Nous roulions depuis environ 15 minutes, après avoir quitté le restaurant. Il devait être environ 1h du matin à ce moment-là. Mon véhicule était une Ford Probe de 92. Mark a baissé sa fenêtre, ce qui ne m'a pas semblé étrange au début. Je pensais juste qu'il avait besoin d'air. Nous descendions une grande colline quand j'ai vu des phares au loin. Les lumières se rapprochaient et j'ai vu que c'était un semi-remorque, mais sans remorque attachée. À mesure que le camion s'approchait, je voyais Mark se pencher en avant. Je ne savais pas ce qu'il faisait, puis je l'ai vu jeter quelque chose sur le camion en passant. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je crié. « Relax, c'était juste un paquet de sauce aigre douce des nuggets, » a-t-il répondu. J'étais agacé, mais je ne pensais pas que cela aurait des conséquences. Nous sommes arrivés en bas de la colline, quand j'ai regardé dans le rétroviseur, et j'ai vu les phares du camion dévaler la colline à toute allure, se dirigeant droit sur ma voiture. « Putain !» Tout le monde dans la voiture s'est retourné d'un coup. « Je crois que tu l'as énervé, Mark !» J'ai rapidement trouvé une allée pour faire demi-tour, puis j'ai remonté la colline aussi vite que possible pour mettre de la distance entre nous et le camion. En haut de la colline, j'ai éteint toutes les lumières, et tout le monde dans la voiture m'a dit de tourner dans une petite route complètement noire. Je ne pouvais presque rien voir, mais j'ai décidé de tenter le coup. J'ai ensuite fait demi-tour avant de mettre la voiture en stationnement. Nous pensions que ce serait une bonne idée d'attendre quelques minutes avant de rentrer chez moi. Nous avons attendu environ 2 minutes, quand nous avons vu ces maudits phares revenir dans notre direction. Je n'en revenais pas. Le chauffeur du camion devait nous avoir vus tourner dans ce chemin. L'énorme véhicule bloquait désormais notre seule sortie, et il s'est arrêté complètement. Nous avons ensuite entendu la porte côté conducteur s'ouvrir. Bientôt, le conducteur apparut, illuminé par ses propres phares. L'homme avait l'air immense. « Qu'est-ce qu'on fait ?» ai-je demandé à Mark. « C'est toi qui nous as mis dans ce pétrin. Qu'est-ce que tu suggères ?»« On s'en va d'ici !» a-t-il répondu. « Je ne pense pas avoir assez de place pour le contourner. » ai-je répliqué. « Non, c'est pas vrai. Sur la gauche, il y a une clairière. Il n'y a pas de remorque, donc si tu appuies à fond sur l'accélérateur maintenant, tu devrais juste avoir assez de place pour le contourner. » J'ai décidé de faire confiance à Mark et j'ai appuyé sur la pédale d'accélérateur. J'ai manqué de peu de heurter l'homme. Je me souviens qu'il nous a crié dessus avec colère, alors que nous passions à toute vitesse. Qui sait ce qu'il aurait fait s'il avait mis la main sur l'un d'entre nous? Mark avait raison. J'avais juste assez de place pour sortir de là, et j'ai foncé jusqu'à la maison. Mes parents étaient au casino ce soir-là, et ne devaient pas rentrer avant encore quelques heures. Nous avons verrouillé toutes les portes et fermé les rideaux, vérifiant régulièrement s'il y avait des phares. Quand nous avons été convaincus que nous n'étions plus en danger, nous avons tous bien ri de la situation. C'était dingue. J'ai dit à Mark qu'il n'avait plus le droit de manger des nuggets de poulet. Je suis heureux que nous nous en soyons tous sortis indemnes, mais je n'oublierai jamais la peur que j'ai ressentie en regardant ces phares sur cette route sombre. Il y a environ 5 ans, je rentrais chez moi après le travail, tard un soir. Je travaillais dans un restaurant-bar à l'époque, et je terminais souvent très tard. Il était donc passé minuit quand je suis enfin rentré chez moi en conduisant ma Honda Accord. À cette époque, je vivais avec mes parents dans un quartier à environ 10 minutes de mon travail. Après avoir quitté mon poste, j'ai pris la route, qui était très calme, comme elle l'est souvent tard dans la nuit.
C'était une énorme différence par rapport aux heures de pointe quand je me rendais au travail et qu'il y avait beaucoup de voitures sur la route. Après environ 2 ou 3 minutes de conduite, j'ai remarqué une voiture derrière moi. Je ne savais pas quand elle avait commencé à me suivre. J'ai continué à conduire vers chez moi et j'ai réalisé que la voiture derrière moi tournait à chaque fois que je tournais. J'ai rapidement soupçonné que je me faisais suivre, mais je n'étais jamais vraiment sûre à 100%. Je me suis dit que c'était peut-être un voisin ou quelque chose comme ça, vu qu'il y avait beaucoup d'autres maisons dans le quartier. Malgré tout, je restais méfiant. Bientôt, j'ai atteint la rue où se trouvait la maison de mes parents. J'y ai tourné et la voiture derrière moi a fait de même. J'ai pensé à faire un tour dans le quartier ou à faire demi-tour, mais finalement, je suis allé chez moi et je me suis garé dans l'allée. Je me souviens avoir été vraiment nerveux en me garant, craignant que la voiture ne fasse de même, mais elle a continué son chemin dans la rue. Je me suis senti beaucoup mieux et je suis sorti de ma voiture pour rentrer chez moi. À ce moment-là, mes parents et ma sœur étaient déjà couchés à l'étage. Les lumières étaient éteintes dans la maison et il régnait un grand calme. Je suis allé dans la cuisine pour me faire des nouilles ramen ou quelque chose de rapide à manger avant d'aller me coucher. En attendant que l'eau chauffe, je marchais un peu dans la maison. Je suis allé dans le salon et j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre avant. C'est alors que j'ai remarqué une voiture roulant extrêmement lentement dans la rue et j'ai reconnu que c'était la même voiture qui semblait m'avoir suivi jusqu'à chez moi. Maintenant, j'étais vraiment méfiant. J'ai continué à regarder par la fenêtre. La voiture s'est ensuite arrêtée et garée sur le côté de la rue, juste après notre maison. J'ai entendu le moteur s'éteindre, puis j'ai vu la porte du conducteur s'ouvrir et un homme en sortir. Il a alors commencé à marcher vers notre jardin avant. C'est là que j'ai reculé de la fenêtre pour ne pas qu'il me voie. Je suis retournée dans la cuisine en espérant que ce type n'allait pas essayer de cambrioler ou quelque chose du genre. Quelques secondes plus tard, il y a eu un coup à la porte d'entrée. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Que pouvait bien vouloir ce type ? Plusieurs secondes se sont écoulées et il a frappé à nouveau. J'ai lentement marché vers le salon et me suis approché d'une fenêtre. Quand j'ai regardé dehors, j'ai vu l'homme s'éloigner de la porte d'entrée, mais il ne retournait pas à sa voiture. Au lieu de cela, il contournait notre maison. Je suis retourné dans la cuisine et j'ai regardé par une fenêtre arrière. J'ai été très prudent en regardant pour ne pas être vu. L'homme semblait traverser le jardin arrière. Il est passé par le jardin et a ensuite disparu de ma vue. Je suis alors retourné à l'avant de la maison. Quand j'ai regardé par la fenêtre, je n'ai pas vu l'homme pendant un moment. Bientôt, je l'ai vu traverser de nouveau le jardin avant. Il est retourné à sa voiture, est monté dedans, puis a conduit. Après cela, je suis retourné à ce que je faisais. J'ai regardé par la fenêtre encore plusieurs fois cette nuit-là, mais il n'est pas revenu. Je me demande encore aujourd'hui qui il était, pourquoi il m'a suivi jusque chez moi, et ce qu'il faisait. Quand j'avais environ 18 ans, pendant environ 6 mois, mon patron me conduisait au travail. Je sais que cela peut sembler un peu étrange, mais je n'avais pas encore le permis, et il connaissait ma mère. De plus, il habitait à environ 2 minutes de chez moi. C'était juste une situation bizarre, et peu importe comment je l'explique, ça semble toujours étrange. La plupart des matins, le trajet jusqu'au travail était sans incident. Nous arrivions généralement au travail vers 6h30 du matin, et aucun de nous ne parlait dans la voiture. Il était souvent en train de cuver une gueule de bois, et je n'étais tout simplement pas du genre bavard. Je suis une personne naturellement calme, mais je l'étais encore plus à l'époque. Un jour, nous devions aller au travail à 3h du matin pour faire l'inventaire. Mon patron a décidé qu'il serait bon de me montrer comment faire, alors je me suis levée très tôt pour ce service de 3h du matin. En route vers le travail, ce matin-là, mon patron a dit qu'il voulait prendre un café à la station-service, car c'était le seul endroit ouvert. Nous nous sommes garés sur le parking, et alors qu'il sortait de la voiture, il m'a dit qu'il allait aussi aux toilettes. J'ai simplement hoché la tête et décidé d'attendre dans le véhicule. J'étais épuisée, après être restée éveillée beaucoup trop tard à jouer à des jeux vidéo, et je comptais simplement me reposer les yeux jusqu'à ce que nous arrivions au travail. Je suppose que quelques minutes ont passé. Je ne sais pas exactement combien de temps, car je m'assoupissais en attendant mon patron. Soudain, la porte du siège arrière s'est ouverte, et cela m'a surpris dans mon état de demi-sommeil. J'ai d'abord pensé que c'était mon patron, puis j'ai senti du mouvement derrière moi. J'ai finalement regardé derrière, et j'ai vu une femme assise là sur la banquette. Elle ne semblait ni sans abri, ni droguée, elle avait juste l'air étrange. Nous avons échangé un regard pendant quelques secondes,
Puis je me suis retournée, essayant de comprendre ce qui se passait. Je suis une personne vraiment silencieuse, et je l'étais encore plus à l'époque, comme je l'ai dit. Je ne savais pas quoi dire ou quoi faire. J'espérais juste que mon patron reviendrait bientôt. J'ai commencé à rassembler le courage de demander ce qui se passait, et j'ai été immédiatement effrayée lorsque je me suis retournée pour voir qu'elle était assise là, souriant, mais regardant droit devant elle. Je ne sais pas vraiment comment décrire ses yeux. Ils étaient froids et sombres, et semblaient presque sans vie, bien qu'elle soit assez jolie. Même en racontant cela, je ne peux toujours pas oublier son visage. Il s'était probablement écoulé environ 30 minutes depuis le début de tout cela, et j'ai finalement prononcé quelques mots en lui demandant « Hé, tout va bien ? Vous savez que ce n'est pas votre voiture, n'est-ce pas ?» Au lieu de répondre avec des mots, elle a juste commencé à crier de manière erratique. C'était si erratique que cela faisait trembler toute la voiture, ou peut-être juste ma tête. J'ai reculé, par pure panique, confusion et choc, et j'ai vu mon patron sortir de la station-service. Je me suis précipitée hors de la voiture par la porte passager, et j'ai fermé la porte derrière moi. Mon patron était confus et m'a demandé ce qui se passait, et je lui ai simplement montré la femme sur la banquette arrière de sa voiture. Nous sommes restés là, incrédules. Elle criait encore, secouant et se balançant d'avant en arrière. Nous pouvions physiquement voir la voiture trembler de ses mouvements sauvages à l'intérieur. Mon patron s'est approché de la banquette arrière où elle était assise et, en saisissant la poignée de la porte, elle a mis ses 2 mains sur la fenêtre et, je vous le jure, a commencé à siffler et grogner contre mon patron. Il a dit « non » et est revenu vers moi. J'étais probablement à 3 mètres de là à ce moment-là. Il a immédiatement appelé la police et nous espérions qu'ils arriveraient rapidement car c'était une petite ville. Pendant que nous attendions les policiers, nous pouvions entendre la femme crier et la voiture trembler. Après 1 minute ou 2 d'attente, nous sommes entrés et l'avons regardée depuis l'intérieur de la station-service. Il y avait quelque chose de troublant dans toute cette situation. Elle ne tentait pas de nous voler, elle semblait juste vouloir causer du mal quand nous nous approchions de la voiture. Elle était assise à l'arrière, donc elle n'essayait même pas de voler la voiture. C'était juste tellement bizarre. Les policiers sont arrivés peut-être 5 minutes après l'appel. Nous sommes sortis pour les accueillir et leur expliquer la situation. Et ils avaient l'air confus et, je ne vais pas mentir, presque amusés. L'officier a essayé de faire sortir la femme calmement, mais après 1 minute de crise et de grognement, il est finalement allé dans la voiture pour l'appréhender. Et c'est là que le mauvais rêve s'est vraiment transformé en cauchemar. Lors de l'arrestation, l'officier a dû lui confisquer 4 couteaux. Oui, vous avez bien entendu. Cette femme avait 4 objets tranchants sur elle. Heureusement, elle ne nous a jamais montré les couteaux ni même laissé entendre qu'elle les avait. Mais encore plus troublant peut-être est le fait qu'elle n'avait pas d'identité sur elle et ne parlait pas. Donc l'officier n'avait aucune idée de qui elle était. Cette parfaite inconnue est sortie de nulle part, est entrée dans la voiture de mon patron sans dire un mot. Elle est passée d'un sourire à un comportement déjanté et agressif. Pour couronner le tout, elle n'avait aucune pièce d'identité et portait 4 armes mortelles sur elle. J'ai vécu des choses folles au fil des ans, mais je dois dire que c'était probablement la plus étrange et la plus terrifiante. Cela fait des années, et je me souviens de ce moment comme si c'était hier. Je n'oublierai jamais le visage de cette femme, et je me demande honnêtement ce qu'elle devient aujourd'hui.